Avec l'actualité de ces dernières semaines, on s'est logiquement mis à beaucoup reparler de la guerre en Europe. Et dans tout ça, on a parfois vu une espèce de fascination pour le combat, une glorification malsaine sur les réseaux sociaux. Comme si la guerre, c'était cool. On a vu des influenceurs qui sautent sur le créneau pour se mettre en avant comme des héros guerriers. Alors que, évidemment, c'est une horreur ce que sont actuellement en train de vivre les gens au front comme à l'arrière. Bref, tout le monde n'a pas réagi comme ça, bien sûr. Mais je me suis dit, comment c'est possible que certains aient à ce point oublié ce que ça voulait vraiment dire d'aller au front, aller se battre, porter les armes, etc. J'ai l'impression qu'on a oublié toute une partie de la guerre qui est son écœurement, le rejet de l'horreur qu'elle a apporté, le refus de se battre, etc. Parce que c'est ça qui se passe au bout de quelques années de guerre, en 1917 par exemple. Des dizaines de milliers de soldats qui refusent d'aller dans les tranchées et qui crient leur refus de la guerre, qu'on pensait que voilà, elle serait courte, mais là c'est 3 ans après, ça n'en finit plus, elle a saigné le pays. Enfin, les pays d'une manière générale. Alors lorsque le 16 avril 1917, on se prend une énorme défaite au chemin des dames, alors qu'on était censé avoir lancé une méga offensive qui mettrait fin à la guerre, une partie importante des soldats entre en rébellion et refuse la guerre. Et quand je dis une partie importante, c'est pas moins de 2/3 des divisions d'infanterie qui ont connu au moins un acte d'indiscipline collective à ce moment-là. Ouais, c'est beaucoup. Et ça a donné quoi? Ils ont subi une énorme répression, puis on n'a pas beaucoup parlé d'eux parce qu'évidemment, ça fait pas joli les anti-héros qui refusent de participer à cette boucherie. Et ça tombe bien parce que nous, on va en parler. Et pour évoquer les conséquences des massacres de la Première Guerre mondiale, je suis dans un cadre très à propos puisque je suis au mémorial de Verdun. C'est un musée consacré à l'histoire de la bataille de Verdun qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale en 1916 et qui a entraîné la mort de plus de 300 000 personnes en cumulant les deux camps et qui a causé plus de 400 000 blessés. Et avec les prisonniers de guerre, on peut estimer le tout à plus de 700 000 victimes de cette bataille. Donc c'est un contexte pas mal pour parler des excès de la guerre, en effet. Moi, je vais vous parler des mutineries de 1917, mais ici, vous pouvez venir vous renseigner sur ce conflit en détail et participer à ce qu'on appelle le devoir de mémoire, c'est-à-dire le fait de ne pas oublier pour que ces choses ne se reproduisent plus, en tout cas, on l'espère. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que le mémorial fait partie d'un plus vaste programme touristique, même si le mot fait un peu bizarre pour le sujet, mais il s'agit de visites et d'expériences, tout simplement. Donc, programme touristique qui s'appelle Land of Memory et qui est notre partenaire pour cette vidéo, merci à eux, et qui donc vous propose une liste de destinations en France, Belgique, Allemagne et Luxembourg autour de ce thème de la mémoire des conflits du XXe siècle. On en reparle à la fin. Et pour traiter de manière carrée ce sujet du rejet de la guerre et du combat, j'ai bénéficié de la documentation du site et des partenaires, mais surtout j'ai demandé à André Loez, qui a fait sa thèse sur les mutins de 1917, de me préparer le sujet. Comme ça c'est bien carré. Merci à lui. Alors c'est parti pour vous raconter l'histoire de ces hommes qui, écœurés de la guerre, ont tenté de se rebeller en 1917. Déjà, comment ça s'est déclenché ces mutineries et pourquoi ça n'arrive qu'en 1917? En fait, elles sont l'aboutissement de 3 années de guerre et d'un mécontentement dans l'armée comme dans la société. Et pourtant, c'est pas parti comme ça en 1914. La mobilisation, elle a provoqué très peu de désobéissance. Attention pour autant à l'image du soldat qui part joyeusement à la guerre, la fleur au fusil, c'est un cliché exagéré. Mais en effet, il y a eu très peu de résistance aux ordres. À ce moment-là, on pense que la guerre, ça va pas durer longtemps. Et puis surtout, tout l'appareil étatique est en place pour que vous ne puissiez pas refuser d'aller à la guerre. Le service militaire est obligatoire et refuser de partir à la guerre, c'est pas dans les options quoi. La société prône des valeurs virilistes de courage, d'obéissance aux ordres et il y a très peu de voix antimilitaristes et pacifistes. Et les quelques-unes qui existent, elles sont réduites au silence au moment de la mobilisation, d'autant plus que leur principal représentant, Jean Jaurès, est assassiné fin juillet 14. Allez les pacifistes, taisez-vous, on va à la guerre, faut défendre le pays. Dans un contexte où on considère que le pays est injustement attaqué, ne pas faire la guerre, c'est en aucun cas considéré et le discours dominant est patriote. Il y a vraiment très peu de désertion à ce moment-là. Ça, c'est l'opinion générale dans un premier temps, mais ensuite, la réalité de cette guerre, elle rattrape les hommes. Les premières semaines sont très meurtrières, les armées françaises sont en échec. Début septembre 1914, le front se stabilise et 10 départements du nord-est sont partiellement ou totalement occupés. Et en plus de ces conditions difficiles, la discipline militaire est implacable. Les chefs militaires, en fait, ils sont dépassés. Ils ont souvent recours à des punitions qu'ils considèrent exemplaires en se disant que ça va tenir les troupes parce qu'il faut surtout pas qu'elles reculent. Et du coup, ils fusillent des dizaines d'hommes dès les premières semaines dans des conditions totalement arbitraires et à la limite de la légalité. Sur quels arguments? Abandon de poste ou refus d'obéissance, c'est-à-dire en fait des soldats qui ont été forcés de reculer au front et qui sont traumatisés par les combats ou parfois qui ont carrément rien fait de ce qu'on leur reproche. Et donc en 1914, on a ainsi fusillé 156 militaires, en 1915, 280
95, en 1916 125, en 1917 91, en 1918. Donc vous avez compris qu'entre l'idéologie dominante et cette répression très dure, ça permet pas aux militaires de pouvoir exprimer leur opposition à la guerre. C'est très mal vu et dangereux. Mais de l'autre côté, c'est la guerre qui arrête pas de tuer et de s'allonger avec encore des pertes énormes en 1915 et 1916. Donc tout ça, ça conduit à une espèce d'impasse pour eux, entre une guerre d'un côté insupportable, mais de l'autre pourtant totalement incontestable. Par conséquent, avant les mutineries, il y a déjà toute une gamme de stratégies d'évitement qui se met en place. Par exemple, on essaye de se faire ce qu'on appelle une bonne blessure pour pouvoir passer du temps à l'arrière, notamment en se mutilant volontairement. On profite des permissions pour déserter pendant plusieurs jours, etc. Dans les tranchées, si la situation le permet, il y a également des fraternisations avec les Allemands. Par exemple, d'une tranchée à l'autre, on évite de tirer ou alors on le fait à heure fixe, ou parfois même on sort pour s'échanger des vivres, etc. Bref, c'est le mode de survie activé tant bien que mal. Ça, c'est donc les premières stratégies d'esquive d'une violence inhumaine. Mais à partir de mai 1917, on atteint un nouveau palier, celui de la mutinerie. Donc d'une grande vague de désobéissance collective et individuelle. Et qu'est-ce qui fait que cette fois on va plus loin ? Plusieurs raisons. Déjà en Russie, il y a une première révolution en février-mars, et ceci en partie à cause de la désobéissance des soldats. Ensuite en France, en mai, les grèves des travailleuses de l'industrie prennent beaucoup d'ampleur. Et enfin, le 16 avril 1917 est lancée une grande offensive qui est censée apporter la fin de la guerre, sauf que c'est un total échec et un nouveau bain de sang. Alors ce ne sont pas directement ces troupes-là qui étaient au chemin des dames, donc qui vont se révolter parce qu'elles sont juste beaucoup trop épuisées et traumatisées. En revanche, la nouvelle de l'échec circule et les autres soldats ne voient plus l'utilité de retourner au front. Et ceci est combiné à une autre nouvelle qui tourne aussi autour du 15 mai, la nomination d'un nouveau général en chef, Pétain, ce que une partie des soldats interprète comme un signe de panique des autorités, comme une espèce de remaniement de dernière minute en catastrophe. Donc ces facteurs cumulés conduisent à une montée de l'indiscipline et du ras-le-bol à partir du 15 mai 1917, avec un point culminant le 1er juin, avec une vingtaine d'épisodes de mutinerie en 24 heures seulement. Alors concrètement, comment ça se passe ces mutineries ? Donc comme on a dit, il y en a plein à plusieurs endroits, donc il y a plusieurs modalités. Mais André Loez nous dit qu'en gros le scénario type c'est ça. Donc il y a un groupe de soldats au repos, comme on dit, qui apprend qu'il doit remonter aux tranchées bientôt, en général le lendemain matin, et ils décident de ne pas obéir et de manifester. Donc ils le font avant puisqu'ils savent qu'une fois au front, ils peuvent plus désobéir. Donc en général ça commence le soir, au moment de la soupe par exemple. Voilà, ils se retrouvent, ils discutent, ils prennent des décisions, il y a la boisson éventuellement qui en encourage certains. Et puis une fois qu'ils ont acté qui veulent pas remonter au front, ils parcourent les petites localités où ils se trouvent en chantant des slogans comme par exemple « À bas la guerre »,« Vive la Révolution »,« On en a marre », etc. Ils affichent également leur désobéissance de manière visuelle en défaisant leurs uniformes, en portant des drapeaux ou des insignes rouges, et ils essayent de contacter d'autres groupes pour étendre le mouvement et diluer le risque de sanctions. Donc évidemment, les officiers répliquent, ils leur ordonnent d'obéir, de s'équiper, ils les punissent, ou encore ils essayent de négocier avec des promesses de repos ou de permission. Ils isolent les meneurs et en général, ils réussissent à ramener l'ordre le jour suivant. Ça c'est donc le scénario type, mais il faut imaginer qu'il y a eu ça dans plein d'endroits et avec plein de formes différentes, comme je disais. Les mutins, c'est plutôt des groupes entre 50 et 150 personnes, mais il y a eu parfois des régiments entiers, donc 2 ou 3 000 personnes plutôt. Certains sont calmes et respectueux, ils s'en prennent pas aux officiers, mais à d'autres endroits, ils leur collent des tartes, ils leur arrachent leurs galons, ils les tiennent en joue, ils en profitent aussi pour régler leurs comptes avec des supérieurs qui détestent, etc. Alors il y a une partie des mutins qui n'a pas spécialement de conviction politique, c'est juste la cocotte minute qui explose, et d'autres au contraire ont des revendications pacifistes formulées. Par exemple, ça a été le cas du 298e régiment dans les Vosges, qui à partir du 21 juin a lancé un mouvement de protestation avec un meeting, des prises de parole opposées à la guerre, puis une pétition qui a recueilli 1600 signatures qui disait ceci, je cite, « À Monsieur le capitaine commandant la 14e compagnie du 298. Monsieur, nous vous adressons, nous, soldats de la 14e compagnie, en vous priant de bien vouloir soumettre au colonel du 298e d'infanterie notre intention bien déterminée de ne plus retourner aux tranchées, dans le cas éventuel où vous auriez reçu des instructions qui nous obligent d'y retourner. Tous nous sommes solidaires les uns des autres, et donc nous nous rendons compte de la continuation de la guerre qui a déjà fait verser le sang d'1 million de victimes, n'est plus qu'une dupe pour la France, et plus encore pour ceux qui la font réellement. En espérant que par notre attitude, qui n'est pas isolée, d'amener nos gouvernements, pendant qu'il est temps encore, à conclure une paix honorable. »
Un autre exemple, lors de la mutinerie du 85e régiment le 25 juin, environ 150 soldats ont refusé de remonter en ligne et ont défilé en criant, je cite, « C'est la révolution, on ne nous mènera plus à l'abattoir » et je vous transmets les paroles de l'un d'entre eux qui aurait déclaré « Nous en avons assez, il y a trop longtemps que ça dure, pendant qu'on nous envoie nous faire tuer, nos enfants crèvent de faim à la maison. » Oui, moi j'en ai un comme ça, tout petit, il meurt de faim là-bas. On veut de nouveau nous y envoyer, nous ne marcherons pas. Mais en général donc, les mutineries ne tiennent pas plus d'une soirée, mais il y a des exceptions qui durent quelques jours, avec le cas le plus extrême du 217e régiment qui s'est rebellé du 3 au 12 juin et dont les mutins ont pris possession du camp de Mourmelon. Vu qu'il y a parfois une structuration des revendications, on peut se demander quels sont les profils de ces mutins, de quel milieu ils viennent, etc. Et ça tombe bien parce qu'André Loez a aussi étudié les données sociologiques dans sa thèse. Alors contrairement à ce que certains officiers ont à l'époque pensé, ces mouvements ne proviennent pas uniquement de meneurs politisés. D'une manière générale, le mouvement il est improvisé, sans chef, ni organisation générale. Et localement, ce sont souvent des soldats respectés de leurs camarades et sachant s'exprimer qui sont désignés comme porte-parole. En revanche, non, on ne compte pas parmi eux plus de récidivistes, de soldats qui ont déjà été condamnés pour des désobéissances, donc pas plus de soi-disant fauteurs de troubles que d'habitude. La plupart, ce sont des soldats qui ne sont pas passés devant la justice militaire. Et il n'y a pas non plus de proportion plus élevée d'ouvriers, ces derniers sont en fait beaucoup plus mobilisés à l'arrière dans les usines, donc il ne s'agit pas de l'expression d'un mouvement ouvrier. Les mutins, ils viennent de toutes les régions, mais par contre plus particulièrement des villes, où ils ont sans doute plus été habitués à des formes de protestation qu'en milieu rural. Et enfin, il y a certes des vieux soldats lassés par 3 ans de guerre, mais les mutins sont plutôt plus jeunes que la moyenne des combattants. Pour beaucoup, ils viennent d'être incorporés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vécu l'entrée en guerre et ce consensus initial sur le fait qu'il fallait y aller, dont je parlais au début, donc ils sont moins en accord avec ça. Ils ont aussi moins à perdre à se rebeller parce qu'ils n'ont pas de femmes ni d'enfants. Alors c'est quoi le résultat de ces mutineries? Comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont un échec. Contrairement d'ailleurs aux actions des soldats russes qui ont vraiment, eux, contribué à la révolution de février 1917 ou à celle des marins allemands qui ont contribué à la révolution de novembre 1918. Dans ces deux derniers mouvements, la désobéissance militaire, elle s'est couplée à une grosse crise politique et sociale et elle a renversé deux régimes profondément délégitimés. Les mutins français, eux, sont plus modérés et plus isolés et surtout sans relais par les mouvements politiques ou syndicaux à l'intérieur du pays. Comme on l'a dit, donc en général, les mutineries, elles ont été maîtrisées soit par la force, soit en temporisant. Et par contre, les soldats arrêtés ont subi une très lourde répression judiciaire, donc passage en conseil de guerre et condamnation, avec plus de 500 condamnations à mort prononcées. En juin 1917, 29 soldats ont été fusillés, mais ensuite la plupart des condamnations ont finalement été commuées par le président de la République ou sur demande du ministre de la Guerre. Donc en fait, ça veut dire que les militaires ils condamnent beaucoup pour reprendre en main l'armée, mais les politiques ils sont plus modérés parce qu'ils comprennent les raisons de la révolte et surtout ils ne veulent pas qu'elle s'étende. Et ces condamnations en effet calment le mouvement, les soldats n'osent plus. Et en dehors de la justice, il y a également une répression disciplinaire sur le terrain avec des mises en arrêt, des corvées, des privations d'alcool, de tabac, des annulations de permission, etc. Enfin, beaucoup des condamnations à mort commuées sont transformées en peines de bagne et de travaux publics, donc au loin dans les colonies. Néanmoins, les mutineries ont eu des conséquences sur le plan politique et militaire. Déjà, elles ont rendu impossible toute opération offensive d'ampleur jusqu'à l'automne et les mesures répressives sont aussi accompagnées de permissions pour contenter une partie des soldats. Enfin, nous explique André Loez, ces mutineries, elles n'ont pas eu beaucoup de postérité et elles ne sont pas entrées dans la mémoire collective, contrairement donc aux fusillés de 1914-1915. En fait, ces derniers, on les considère comme des victimes d'une guerre injuste et d'un commandement inhumain, d'une excessive autorité, mais les mutins, eux, sont vus comme des rebelles avec un discours opposé à la guerre, avec leur part de violence aussi, ce qui est beaucoup moins facile à assumer collectivement. Voici en tout cas une des réalités de la guerre, son écœurement et son rejet. Mais le refus d'aller au combat, ça peut découler d'autres raisons et se manifester autrement. Et ça tombe bien vu qu'à Land of Memory, il y a plein de destinations. On va discuter d'une autre de ces raisons dans un autre lieu. Ici, on est à côté de Trois-Vierges, au Luxembourg, sur le chemin du souvenir, qui est aussi appelé le Sentier des Passeurs. Oui, parce que ce sentier a servi aux Luxembourgeois à s'échapper vers la Belgique. Et pour quelle raison s'échappait-il? Pour ne pas être enrôlé dans l'armée ennemie pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, le Grand-Duché de Luxembourg est envahi par l'Allemagne en 1940 et annexé en 1942. Et être annexé, ça implique plein de choses pour être
aspirée entre guillemets par le pays conquérant, la suppression des langues et des coutumes non allemandes pour que le pays soit germanisé et l'enrôlement des luxembourgeois dans la Wehrmacht, donc l'armée nazie. Et du coup, les luxembourgeois, en réaction pour une partie, ils ont résisté à l'époque et notamment certains refusaient d'être enrôlés dans l'armée allemande et se cachaient. On les appelait donc les réfractaires. Alors cette fois, les causes et les modalités de refus du combat ne sont pas forcément que le rejet de la violence, mais aussi le désir de ne pas servir l'envahisseur, évidemment. Et les réfractaires se cachaient ou étaient cachés par la population, mais comme les caches au bout d'un moment se remplissaient, mais aussi que les sanctions étaient assez terribles, il faut le dire, dès 1943, on a commencé à mettre en place des réseaux pour les escorter hors du pays, notamment vers la Belgique, où le régime militaire allemand était moins strict. Et donc les passeurs empruntaient des sentiers, comme celui qui est derrière nous, pour les aider à s'échapper, ces gens. Et ces passeurs, ce sont aussi des jeunes de la région qui, à chaque opération, risquent leur vie et celle de leurs proches à cause des sanctions très dures. Et ils le font pour des fugitifs qui sont bien souvent des inconnus. Donc ici, le sentier des passeurs, qui balise dans les grandes lignes un des parcours empruntés, il permet non seulement de s'imaginer un peu comment ça se passait, où ça a eu lieu, mais aussi de ne pas oublier cette histoire. Bref, vous aurez compris, Land of Memory, c'est l'occasion de réfléchir à plein d'aspects des guerres en général, d'essayer de comprendre les expériences qu'ont eu les gens à l'époque et surtout de se rappeler pourquoi on ne veut plus ça, ce qui est plus que jamais important en ce moment, n'est-ce pas? Et donc de remplir son devoir de mémoire. Le concept de devoir de mémoire, ça implique plusieurs choses. Déjà, reconnaître ce qui s'est passé, comme par exemple la collaboration de la France avec l'Allemagne, c'est la première étape nécessaire pour agir, la lucidité donc, et puis maintenir le souvenir afin que de telles choses ne se reproduisent plus. Est-ce que ça marche? Ça, on peut en discuter, mais en tout cas, en avoir l'intention, c'est la première des choses. Alors pour ne pas que cette histoire tombe dans l'oubli, non seulement on met en exergue des lieux comme le Sentier des Passeurs, mais également on crée des mémoriaux dédiés à la paix pour revendiquer un message pacifiste et la volonté de ne plus avoir à se battre ni à souffrir de la guerre. Et c'est pour ça que pour finir la vidéo, on a voulu vous montrer un exemple de monument dédié à la paix, enfin un monument si on peut dire, puisque donc c'est un bois, mais ici on est au bois de la paix, pas loin de Bastogne, en Belgique. Donc ce bois ici, il est constitué de 4000 arbres qui ont été plantés en 1994 pour le 50e anniversaire de la bataille des Ardennes qui s'est passée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ces arbres donc, ils sont dédiés aux civils et aux militaires de cet épisode qui s'est passé à l'hiver 44-45. Et plus précisément, il y en a 400 d'entre eux qui portent le nom de vétérans qui sont revenus à Bastogne en 94 pour la commémoration. C'est les petites plaques et les petites stèles qu'on voit devant. Et donc on voit qu'il y en a qui sont encore fleuris à leur mémoire, ou on nous a dit qu'il y avait des vétérans encore vivants qui revenaient régulièrement. Ils n'ont pas été plantés au hasard, en fait, vu du ciel, ils forment le logo de l'UNICEF, donc le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Depuis, le lieu sert régulièrement de rassemblement pour des événements sur la thématique de la paix. Notamment en 1999, Bastogne a demandé aux villes membres de l'Union mondiale des villes martyrs pour la paix de devenir sentinelles de paix, c'est-à-dire de militer et de faire des actions en faveur de la paix. Une vingtaine de villes ont accepté et leurs engagements sont gravés dans les panneaux qui se trouvent tout le long du chemin qui fait le tour du bois de la paix. Si le sujet du rejet de la guerre vous intéresse, vous pouvez venir l'explorer pleinement dans Land of Memory, ainsi que d'autres thématiques autour des conflits du XXe siècle, comme les tranchées, l'occupation, la résistance, la déportation, etc. Vous pouvez retrouver toutes les informations et la documentation sur le site Land of Memory. Il y a 87 lieux à découvrir sur un territoire qui s'étend sur un diamètre de 400 km, qui couvre 4 pays unis pour la mémoire. Sur le site, vous allez trouver plein de conseils pour préparer votre visite, des itinéraires en fonction des thématiques historiques qui vous intéressent, et il y a une attention toute particulière portée au jeune public, puisque vous aurez compris, l'idée c'est notamment de transmettre le message. Dans la destination Land of Memory, vous allez donc trouver des musées, des mémoriaux, des citadelles, des expos, des cimetières militaires, des champs de bataille, des expériences immersives, et vous pourrez consulter les témoignages et les sources qui nous restent, les objets, les photos, etc. qu'on a conservés et qui nous restent pour transmettre aux générations futures les messages de paix et d'apaisement. Pour se rappeler, plus que jamais en ce moment, n'est-ce pas, que la guerre, on ne veut plus ni la subir ni la faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager pour nous aider à faire découvrir la chaîne, pour diffuser le propos. Et si vous avez aimé et que ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre histoire.